Bienvenue à Entrepreneur Mode d'Emploi, l'émission qui donne la parole aux dirigeants pour partager la réalité du pilotage d'entreprise, aider d'autres dirigeants et permettre aux personnes qui souhaiteraient se lancer de connaître tous les rouages de la gestion d'entreprise avec des outils concrets. Bonjour et bienvenue dans Entrepreneur Mode d'Emploi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Mathilde Driot. Mathilde, bonjour. Bonjour Nelson. Qui est assureur. Exactement. Je te propose de commencer par nous dire un petit peu comment tu es devenu assureur. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Bien sûr. Alors, mon parcours est un peu atypique. Je suis tombée très jeune dans l'assurance puisque mes parents étaient agents généraux d'assurance. J'ai débuté en faisant une fac de droit qui est tombée à l'eau puisque c'était l'année 2008 et suite au blocus, les facs étaient plus accessibles. Donc, j'ai attaqué un BTS assurance en alternance. Une fois que j'ai eu mon BTS, que j'ai validé mon BTS, j'ai quand même décidé de continuer la fac de droit parce que j'avais été passionnée par un début de première année. J'ai poussé jusqu'en master droit fiscal, spécialisé en droit fiscal. Et entre-temps, j'ai fait 2 stages en parallèle avec mon master 1 et mon master 2 en banque, dans une banque dans laquelle je gérais la gestion de patrimoine. Partant de ce postulat, j'ai voulu continuer en gestion de patrimoine parce que je me faisais vraiment très plaisir dans ce métier-là. D'accord. Et en cherchant un emploi, quand j'ai terminé mon diplôme en Master 2, j'ai été démarchée par la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc un agent général d'assurance qui commence par A et qui termine par Z. D'accord, très bien. Donc du coup, en fait, tu es parti, tu étais prévu pour faire du droit. C'est ça. Puis tu es passé par la banque. Puis tu es fiscaliste, encore aujourd'hui, j'imagine. Encore oui. Tu pratiques ça dans ton agence. Oui. Et tu es donc patronne C'est ça. de cette agence depuis quelle année ? Ça fait maintenant 3 ans que j'ai repris l'agence en association avec Romain Froger. Qui est Mon associé, mon conjoint, mon partenaire de vie. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'assurance en elle-même ? Est-ce que c'est parce qu'on voit que tu es dans un parcours un peu juridique, après un peu fiscal. L'assurance, est-ce que c'est vraiment la continuité même de tout ça ou c'est vraiment une opportunité ? Alors je dirais un peu des deux. L'opportunité parce que j'y suis née dedans, mais aussi vraiment une passion. Disons que l'assurance mêle vraiment du droit, c'est-à-dire que c'est un métier aujourd'hui qui est vraiment très carré. On demande un suivi, on suit vraiment une procédure particulière. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. On ne peut pas tergiverser, c'est comme ça. Et aussi, voilà, l'opportunité de reprendre une agence qui s'est présentée, et en plus en association avec mon conjoint. Et tu t'es senti appelé par l'assurance ? C'est quelque chose qui était évident pour toi au départ ? Alors au début, appelé, non. Ce serait mentir. Moi, j'étais vraiment passionnée par le droit, mais déçue de voir comment s'appliquait la loi vraiment en France. Mais j'étais vraiment passionnée par le droit. Et le fait que l'assurance soit très droite, on répond vraiment à une demande. On ne sort pas du cadre. Et en plus, on a vraiment une dimension de conseil et d'accompagnement. C'est vraiment ce que je retiens de mon métier. Ça m'a vraiment poussée finalement à ce moment-là vers l'assurance. Du coup, tu parlais d'opportunités, parce qu'on rappelle que tu es patronne. Comment ça se passe le rachat, enfin la reprise d'une agence d'assurance ? D'un portefeuille. Donc dans la compagnie dans laquelle je travaille, on passe par une postulation. Une fois qu'on a passé un entretien, donc on fait en premier lieu des tests psychotechniques pour savoir si on a la possibilité ou non de répondre aux critères validés par notre compagnie, puisque tout le monde n'est pas conditionné à être patron. Et ensuite, si les tests psychotechniques sont validés, on passe un entretien RH. Une fois que ces 2 tests ont été validés, on passe 4 mois de stage en compagnie pour apprendre les produits, le management, la comptabilité, enfin tout ce qui répond à des critères pour diriger une entreprise, et notamment dans la compagnie dans laquelle je travaille. Du coup, tu vas passer énormément de temps en études, puisque encore une fois, au moment où tu dois reprendre ton agence, tu repasses dans une phase où en fait c'est des diplômes quoi presque. Il faut réfléchir, il faut donner une posture. Tu parlais de tests psychotechniques. Oui. C'est quoi ce genre de test ? Il y a des questions particulières. Ça montre quoi la posture, ta capacité analytique ? Ça montre quoi ? C'est ça, alors ce sont des tests qui reprennent 400 questions environ pour savoir notre capacité à réfléchir, notre capacité à manager, est-ce qu'on est capable d'effectuer aussi des tâches de gestion ? Parce que être patron, alors en tant qu'agent général d'assurance, on ne nous demande pas que de vendre, on nous demande aussi du management, de répondre aussi à des actes de gestion particuliers, à des dates précises, et pas de remettre des choses toujours au lendemain. Donc il faut avoir cette capacité-là et être conditionné pour.
Lorsqu'on reprend une agence, est-ce qu'il y a un statut particulier? Est-ce qu'il y a une législation particulière, une structure particulière? C'est comme une entreprise normale finalement, une agence d'assurance? Alors, oui et non. C'est une entreprise normale parce qu'on répond à tous les critères d'une entreprise normale. Après, c'est une entreprise qui est régulée par une autorité de contrôle et chaque structure d'entreprise est différente en fonction des compagnies. Nous, aujourd'hui, au sein de l'agence, on a une structure particulière qui est imposée par ma propre compagnie parce qu'on est en association. Mais sinon, on répond tout à fait aux critères d'une entreprise normale, entre guillemets, avec une immatriculation à l'ORIAS, c'est ce qui est imposé pour les agents généraux d'assurance, une responsabilité civile en tant que professionnel d'assurance et d'intermédiaire. Voilà. Donc c'est pas n'importe qui peut ouvrir une agence d'assurance? Non. Parce qu'on le voit, il y a énormément de contrôles, il y a énormément de règles à suivre. C'est pas trop compliqué au quotidien? Quand on le sait avant, non. Tu l'as découvert du coup? Sur le tas, non? Oui, je l'ai découvert sur le tas. Après, la formation est là aussi pour nous conditionner, pour nous avertir. Attention, ça, il faut que vous l'ayez pour ouvrir votre entreprise. Donc, quand on le sait en amont et que c'est pris en amont et qu'on n'arrive pas dessus, c'est toujours plus facile après coup. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette marque plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a des critères de choix particuliers? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi? Est-ce que c'était une évidence? Alors oui, ça s'est imposé à moi parce qu'avant de reprendre cette agence, ça faisait 10 ans que j'étais commerciale au sein de cette agence. D'accord. Donc je connaissais les contrats, je sais que c'est une très bonne compagnie, numéro 1 mondial. Donc forcément, on savait qu'on partait pas avec une compagnie exotique et que derrière, quand on vend un contrat, on sait que notre compagnie est là derrière. Et ça n'a pas de prix. Si tu devais qualifier ton métier, c'est quoi le métier d'assureur? C'est quoi être assureur? C'est large comme question. Qu'est-ce que c'est être assureur? En quelques mots. Oui, en quelques mots. Allez, je sais, c'est challengeant. Être assureur, c'est répondre à un aléa, couvrir nos clients face à un aléa, les accompagner et les conseiller. Cette dimension d'accompagnement, j'y tiens vraiment parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on le voit face aux catastrophes naturelles et à la montée en puissance des sinistres. Parce que depuis 3 ans qu'on a repris l'agence, on est vraiment face à une multitude de sinistres. Et c'est là où on a une véritable valeur ajoutée, c'est qu'on n'est pas que des vendeurs. Bien au contraire, on conseille en amont. C'est ce qui fait notre plus-value, c'est que le jour où il y a réalisation de l'aléa, ce qu'on appelle le sinistre, on est là pour accompagner nos clients et les indemniser. Enfin, il n'y a pas que la partie financière, c'est ce que je veux dire. On a un véritable accompagnement humain pour les aider à surmonter ce sinistre-là. Alors, je ne parle pas que d'un sinistre auto. Je parle aussi des sinistres catastrophes naturelles, des grêles sur des entreprises qui ont été vraiment mises à mal en termes de production parce que si on parle d'un dirigeant aujourd'hui qui perd son outil de production, c'est sa vie en fait qui est en jeu. Et nous, on est là pour pallier à ces événements-là et à accompagner le dirigeant et à accompagner même le particulier qui perd son habitation dans un incendie. Tu assures donc des particuliers et des entreprises. C'est quoi le plus compliqué à gérer? C'est 2 choses qui sont différentes. Ouais. Je dirais aujourd'hui le particulier qui est plus difficile à gérer parce qu'on est dans un monde très changeant qui va très vite. On a Internet aujourd'hui où de ton canapé le soir, tu peux faire un devis d'assurance automobile, un devis d'assurance habitation, voilà les produits qui sont obligatoires. Et aujourd'hui, les particuliers sont plus à la recherche d'un tarif. A contrario, les entreprises, elles, sont vraiment à la recherche de conseils et d'accompagnement. Donc j'aurais tendance à dire oui que les particuliers sont plus difficiles à gérer. En tout cas, ils sont plus volatiles qu'un client entreprise. On le voit, tu le dis, les particuliers vont chercher du tarif et on note énormément de concurrence qui se lance. On a des banques qui se mettent à l'assurance, on a d'autres organismes qui se mettent à l'assurance. Comment en fait tu arrives comment tu vois de ton œil cette arrivée sur le marché d'autres organismes qui font aussi de l'assurance, dont c'est pas le métier initial? Alors forcément, on n'a pas forcément un très bon œil sur ces nouveaux organismes parce que c'est pas leur vrai métier. Alors les banques assureurs, ça fait longtemps qu'ils existent et on se rend compte qu'il y a forcément un moment où je vais faire mon prêt habitat. Ah bah le banquier ne me garantit pas le même taux parce que je ne fais pas mon assurance habitation. En général, les clients arrivent à revenir 1 an plus tard chez nous. Après, on a des prestataires Internet qui arrivent sur le marché où là, vraiment, on a un mauvais œil parce que finalement, la dimension de conseil est
inexistante en totalité parce que toi, tu as la possibilité de faire ton devis en ligne et personne n'ira vérifier si tes informations, elles sont correctes ou non. Et quid du sinistre derrière? Comment es-tu garanti? Parce que c'est toi qui sélectionnes tes garanties et tu ne sais pas forcément ce que c'est parce que ce n'est pas ton métier. Est-ce que tu gères ça comme de la concurrence, une entreprise qui a un concurrent qui vient se mettre de l'autre côté de la rue? Ou est-ce que c'est encore un peu différent parce qu'il y a des sinistres, des indemnisations, du conseil, de l'accompagnement derrière? Tu le gères comment ça? C'est différent. J'ai envie de te dire oui et non. C'est différent parce que oui, c'est de la concurrence parce qu'on perd des clients comme ça face à des tarifs qui sont cassés, hein, évidemment. Et après, les clients reviennent. Souvent quand il y a un sinistre, parce qu'il n'y a pas de gestion, parce qu'ils tombent sur des plateformes qui ne gèrent pas les dossiers ou carrément qui ne prennent pas en charge le sinistre pour des raisons diverses et variées. Vous êtes combien à gérer tout ça? Vous êtes combien dans votre agence? Vous n'êtes pas que deux, j'imagine? Non, nous sommes 2 agents et 5 collaborateurs. Et vous gérez combien de contrats au total? De contrats ou de clients? C'est quoi la différence? Aujourd'hui, tes clients, Nelson, tu as un contrat auto, un contrat habitation, un contrat RC. Donc un client représente 3 contrats. D'accord. C'est ça la Ok. différence. On peut être multidétenteur et nous, c'est ce qu'on développe puisque lorsqu'on a repris le portefeuille avec Romain, on a extrait notre portefeuille pour voir ce qu'il en était et on a eu la chance, parce que je dis bien une chance, de voir qu'on avait des clients depuis plus de 11 ans. Donc ce qui sous-entend que notre clientèle est quand même relativement fidèle. Tu parles depuis tout à l'heure de racheter un portefeuille. C'est quoi? C'est une liste de clients que tu as racheté en même temps que l'agence? C'est ça, exactement. Ça fait partie du prix d'achat de l'agence? Oui. Le prix d'achat d'une agence est calculé en fonction du montant de commission. Donc les commissions, c'est ce que l'on perçoit par contrat. Et quelle est la répartition justement de l'achat de l'agence? Est-ce que le portefeuille coûte aussi cher que les murs, les locaux, le savoir-faire, les équipes? Ou est-ce que c'est plus cher? La totalité. Le portefeuille représente la totalité de l'acquisition. En gros, si jamais tu as acheté ton agence 300 000 euros, je dis n'importe quoi, les 300 000 euros, c'est le portefeuille. C'est ça, exactement. On rachète une clientèle, on rachète les contrats de la clientèle. Pas les murs, pas les les murs. équipes. Non. C'est encore quelque chose à part. Oui. Et comment tu as fait pour justement gérer, au moment de ton acquisition, le recrutement? Est-ce que tu as racheté des équipes qui étaient déjà présentes dans l'agence que tu as rachetée? Ou comment tu t'es débrouillé? Oui, alors ça c'est le gros point des dirigeants, hein. Le recrutement, tout ce qui est social. Alors oui, quand on a racheté avec Romain, on avait déjà des collaborateurs qui étaient en place. Après, la vie d'une agence fait qu'on a recruté, on en a d'autres qui sont partis. Mais en tout cas, les 4 personnes qu'on a rachetées entre guillemets avec notre portefeuille sont toujours à l'agence et on a recruté entre-temps d'autres personnes. Pour revenir sur la gestion des clients, des particuliers, des professionnels, qu'est-ce qu'il faut pour bien choisir son agence à un particulier et à un professionnel pour être sûr que vous êtes les bons, quelle que soit l'agence, hein, je dis vous, mais l'agence d'assurance est celle qu'il me faut? Je pense que c'est vraiment le côté humain aujourd'hui qui va faire la différence. Que ce soit ma compagnie ou une autre, je pense qu'une fois que tu as l'humain qui te correspond en face de toi, qui t'accompagne et qui te guide en fonction des besoins que tu as, c'est là où tu sais que c'est la bonne, c'est qu'elle répond à tous tes critères. Finalement, aujourd'hui, on va avoir des clients qui recherchent que du prix. On va avoir des clients qui recherchent de la sécurité et qui veulent payer 0 franchise, avoir un téléphone portable pour appeler en cas de sinistre et pas tomber sur une plateforme, avoir un accompagnement, avoir de la réactivité. C'est tous ces points-là pour lesquels on répond et où tu vas te dire, celui-là, c'est le bon. Comment ça se passe, la signature d'un contrat? Alors, moi, je vais être totalement franc, c'est que moi, je ne comprends rien aux assurances. Et il y a souvent des pages et des pages de texte. C'est quoi toutes ces pages-là? Alors, toutes les pages et les pages de texte d'un contrat, c'est les dispositions générales. Finalement, c'est ce qui définit ton contrat et les clauses qui sont présentes dans ton contrat. Chacun son métier. Moi, il y a des choses que je ne connais pas et je m'en remets à des professionnels. Et ben, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand tu signes un contrat d'assurance, nous, on est là pour te l'expliquer et te dire attention, ici, c'est une exclusion. Attention, là, pour assurer ce bâtiment-là, on demande la vérification des extincteurs.
Mais voilà, on est là pour expliquer les petites clauses. D'où mon rebond quand je t'expliquais les prestataires Internet où personne t'explique ces petites clauses et le jour où tu as un sinistre, c'est toujours ambigu. Nous, on est là pour les expliquer, ces petites clauses. C'est notre rôle de professionnel. Il y a vraiment besoin d'autant de texte pour expliquer le contrat? Oui, Oui, c'est la loi. d'accord. C'est la loi et on a besoin de prévoir aussi tous les cas de pourquoi c'est garanti et pourquoi c'est pas garanti. D'où le côté humain que tu disais tout à l'heure, où en fait tu vas expliquer tous ces éléments-là au moment du contrat. Est-ce que d'un contrat auto à un contrat habitation, ce sont les mêmes dispositions ou c'est quelque chose de complètement différent? Non, c'est complètement différent. On a des dispositions générales pour chaque contrat. D'accord. Donc auto, habitation, santé. Au niveau des professionnels, quels sont les points importants à prendre en compte lorsque je veux être assuré? Déjà, est-ce que je dois être assuré sur tout? Alors, l'obligation légale, donc vraiment ce qui est prévu par la loi aujourd'hui, c'est d'avoir une responsabilité civile professionnelle. C'est-à-dire, alors dans n'importe quel métier, hein, on demande une responsabilité civile professionnelle, c'est-à-dire tous les dommages que tu peux causer liés à ton activité doivent être assurés. Ça, c'est la loi. C'est ce qui est prévu, c'est le minimum. Après, en fonction de chaque professionnel, parce qu'on a la chance d'avoir un métier où on voit des professionnels de tout métier. On a les bâtiments qui doivent être assurés. On peut assurer aussi la protection juridique. On peut assurer aussi ta responsabilité civile, toi en tant que dirigeant d'entreprise. Lorsque tu as des salariés, etc., tu peux être cherché en faute liée à ton métier de dirigeant. D'accord. C'est ce qu'on appelle la RCD dirigeant. Lorsqu'aussi on a une entreprise, on a des salariés qu'il faut assurer en protection sociale, donc en santé et en prévoyance. Voilà, le métier est très vague. On a des flottes de véhicules. Voilà, on a un métier qui est extraordinaire pour ça, c'est que... Alors tu dis vague, mais plutôt, je me permets, parce que c'est important d'être précis sur les mots, hétéroclite peut-être, que vague, parce que ton métier il est plutôt précis, j'ai l'impression. Oui. Si je dois être assuré pour la mutuelle, pour la RCD, pour RCD dirigeant, la RC Pro, est-ce que je dois faire ça dans la même agence d'assurance ou est-ce que je peux sélectionner plusieurs assurances? Alors ça, c'est au choix de l'assuré finalement. Il n'y a pas d'obligation. Tu peux choisir plusieurs agences. Moi, personnellement, j'en vois pas l'intérêt parce que lorsque tu as une personne avec qui ça passe bien, en qui tu as confiance, autant assurer la totalité des risques dans la même agence parce que tu as une seule personne qui suit et qui peut te guider parce que des fois, tu peux avoir des choses qui se superposent et d'avoir le conseil le plus approprié. Pourquoi les tarifs ils augmentent d'année en année? Moi, je ne comprends pas. Les dispositions sont les mêmes. Moi, j'ai la même entreprise. Alors, certes, elle a peut-être un peu évolué au cours du temps, mais d'autres patrons, ils ont des entreprises qui stagnent et qui ne bougent pas. Pourquoi ça devrait évoluer, le tarif? Alors, les tarifs évoluent pour plusieurs raisons. Tout ce qui est ce qu'on appelle le dommage au bien, chez nous les assureurs, c'est tout ce qui est matériel, physique, qu'on peut toucher. Je ne parle pas de l'ARC, donc un bâtiment, le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. Pourquoi ça augmente? Lié à un indice, c'est le coût de la construction. Quand on souscrit un contrat d'assurance, on souscrit sur un coût de construction. Les coûts de la construction, depuis plusieurs années, ils explosent. Donc cet indice augmente et du coup, la police d'assurance augmente aussi. Il y a l'augmentation de la cotisation catastrophe naturelle qui a augmenté là au 1er janvier 2025, liée au coût des catastrophes naturelles, à l'augmentation des catastrophes naturelles. Ta cotisation d'assurance, elle alimente un fonds, le fonds catastrophe naturelle, et cette cotisation, elle a augmenté aussi. Pour ce qui est de toutes les assurances auto, la cotisation CatNat existe aussi sur les assurances automobiles, qui a augmenté aussi au 1er janvier 2025. Il faut juste qu'on garde en tête la grêle. Donc voilà, les coûts des sinistres qui ont explosé, les fréquences aussi. Chaque compagnie d'assurance est une entreprise, il ne faut pas l'oublier. Et une entreprise, tu es le premier à savoir, on regarde ce qu'on encaisse et ce qu'on débourse. Et il faut que les compagnies d'assurance, elles soient... Aujourd'hui, la compagnie que je représente, j'ai jamais eu de souci pour payer un sinistre. Et c'est parce que on gère bien l'encaissement des cotisations aussi. Donc il faut la balance soit correcte. C'est pour ça que les cotisations augmentent. Tu disais que tu avais énormément de contrats pour toutes les entreprises. Vraiment toutes les entreprises? Est-ce que les auto-entrepreneurs ont besoin de tous ces contrats-là? Pas forcément. En fait, on répond à un besoin. On ne vend pas pour vendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. On se croise toujours deux fois dans la vie et ça, c'est hors de question. On n'habille pas des clients.
Voilà. On répond à une demande et on répond à un besoin. Ou on fait naître un besoin aussi. Parce qu'un auto-entrepreneur qui est en train de monter son entreprise, il n'est pas au courant de tout ça. Donc c'est aussi notre métier de le mettre face à des risques qui pourraient être potentiels et de s'assurer pour. Est-ce que chaque personne qui se lance dans une entreprise devrait commencer par aller voir une assurance? Oui. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'imagine? Non, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des personnes qui lancent des entreprises qui ont du mal à s'assurer parce que le problème, ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, mais le sujet a été pris trop tardivement. Et c'est des choses qui deviennent compliquées, qui auraient pu être prises en amont. Quels sont les plus gros problèmes que tu vois auprès des entreprises de ta vision d'assureur? Est-ce que tu as rencontré beaucoup de manques? Tu parlais de la grêle, tu parlais de ces éléments-là. Est-ce que tu t'es retrouvé avec des entreprises qui n'étaient pas du tout assurées pour ces choses-là? Oui, on se retrouve face à des entreprises qui n'arrivent plus à s'assurer, liées à une fréquence de sinistres trop importante ou des compagnies qui se sont désengagées de certains endroits, liés aux catastrophes naturelles notamment. Et on essaye de trouver des solutions. Alors on n'essaye pas. Nelson, on trouve des solutions pour ces entreprises qui se retrouvent en situation vraiment dramatique parce qu'une assurance, c'est essentiel. Donc du coup, ils ne sont pas du tout assurés quand ils viennent te voir après qu'ils aient pris la grêle. C'est ça. Comment tu fais pour le gérer? Tu dis que tu recherches des solutions, mais concrètement, comment? Comment? Alors on monte des dossiers auprès de la compagnie, on explique pourquoi, parce que je fais partie d'une compagnie qui est droite et qui ne reprend pas des risques non plus qui sont mal tenus par exemple, ou on a des fréquences de sinistres qui sont trop importantes liées à un manque de prévention par exemple. Donc on monte un dossier, on a la chance d'avoir une compagnie qui a un siège qui n'est pas très loin. Donc on part avec notre petite mallette et on va pousser le dossier avec les souscripteurs pour proposer une solution rapide pour les dirigeants qui sont dans des situations dramatiques. Alors au-delà du côté sinistre que tu viens d'évoquer, quels sont pour toi les manques qu'il y a dans les entreprises que tu rencontres au niveau de l'assurance? Alors aujourd'hui, on est face à la montée en puissance des attaques cyber. Donc ça, c'est un vrai manque dans les entreprises aujourd'hui parce que c'est un nouveau risque qu'on ne connaissait pas vraiment avant, qui est arrivé depuis plusieurs années et qui là est en train d'exploser. C'est le cyber-risque, les cyberattaques. Qu'est-ce que ça peut impacter? Quelles sont les expériences que tu as eues au travers des cyberattaques? Alors les expériences qu'on a pu avoir, c'est sur des entreprises qui font par exemple du plastique. Où aujourd'hui tout est informatisé. Le fait d'avoir une cyberattaque met tout en pause. Et aujourd'hui, on a des pertes d'exploitation lorsque toutes tes données sont bloquées pendant 10, 15, un mois. Tu n'as plus accès à l'informatique, que tu as des plans des clients qui peuvent être susceptibles d'être volés. Le cyber-risque intervient ici, c'est-à-dire que l'assurance va prendre en charge la perte d'exploitation liée à l'arrêt de l'activité, la reconstitution des données. C'est des choses aujourd'hui, les chefs d'entreprise le voyaient très loin et ont été confrontés à ça un peu parce qu'ils y ont goûté il n'y a pas très longtemps. Alors on a beaucoup parlé de ton activité, maintenant on va parler de ton deuxième métier qui est celui de patron. Est-ce que c'est compliqué de gérer une agence d'assurance? Compliqué, non. Être multitâche, oui. Donc quand on est patron, il faut aimer ça. Oui, de toute façon, j'adore mon activité et quand on devient patron, en fait, on fait plus que ça, on fait bien d'autres choses auxquelles on n'était pas préparé auparavant. Malgré ta formation? Malgré la formation. De toute façon, on le sait, tout ce qui est quand on fait des études, le fait d'apprendre, alors pour moi en tout cas, c'était pas un problème. Et après, on se retrouve dans le grand bain à gérer le vrai. Et c'est là où ça se corse un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément prêt. Par exemple, l'humain avec un grand H, c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas, l'humain est différent. Donc c'est là où vraiment on goûte le métier de patron. Tu travailles beaucoup dans l'administratif. Est-ce que la partie administrative de ton métier de patron, tu kiffes? T'adores? C'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère. Et j'aime aussi le faire parce que c'est en faisant cette partie gestion qu'on se rend compte vraiment de la santé de notre entreprise aussi. Moi, j'aime bien faire cette gestion-là parce qu'on se rend compte de là où on en est, ce qu'on a fait, ce qui reste à faire, etc. Tu as une agence dans un grand groupe.
Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il t'impose ou il te conseille ou te préconise des tableaux de bord avec des objectifs à suivre pour gérer ton RH, pour gérer tous ces éléments-là, ou c'est quelque chose que tu as mis toi-même en place? Alors, on est aidé par notre compagnie mandante. On a des outils qui sont à notre disposition. Et au sein de l'agence, on a mis aussi des tableaux de bord qui sont un peu plus précis pour nous suivre l'activité au quotidien. Parce qu'on a 3 points de vente et on ne peut pas être de partout. Donc pour gérer et voir ce qui s'y passe, on a été amené à créer ces tableaux de bord. Alors tu parlais de RH et de difficultés sur la partie RH. C'est quoi la chose la plus compliquée à gérer l'humain? Le Avec un recrutement. RH. Oui. Le recrutement, c'est quelque chose de touchy aujourd'hui. Mais je pense dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, on a beau échanger avec tous les milieux, tous les secteurs d'activité. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui, c'est de recruter et de conserver notre personnel aussi. Alors recruter parce que tu n'as pas beaucoup de profils ou de CV, ou parce que ça ne correspond pas, ou il y a des personnes qui sont motivées mais qui ne correspondent pas parce qu'ils n'ont pas ni le savoir-faire ni la compétence pour pouvoir atteindre le poste que tu ouvres? Alors, on a peu de demandes. D'accord. Premièrement. Et la deuxième chose, c'est qu'on recherche des profils bien particuliers aujourd'hui. Alors, le fait que les personnes ne soient pas formées, ce n'est pas quelque chose qui nous pose un problème parce qu'on a la possibilité de former au sein de notre compagnie et au sein de l'agence. Mais voilà, c'est vraiment le peu de demandes et l'état d'esprit qui va avec. Qu'est-ce qui fait un bon profil? Est-ce que c'est quelqu'un qui est motivé ou est-ce que c'est quelqu'un qui sait faire? C'est quelqu'un qui est motivé pour moi. C'est-à-dire que tu pars du principe qu'un profil qui a la volonté de réussir y arrivera. Un profil qui sait faire, s'il n'est pas motivé, ça risque d'être plus compliqué. Exactement. Vraiment, c'est vraiment l'état d'esprit aujourd'hui qu'on recherche. Un bon état d'esprit, c'est un moteur dans l'équipe. Quand on a la volonté, on peut apprendre n'importe quoi. Et le fait d'avoir toutes ces clauses, ces dispositions et toutes ces connaissances, est-ce que c'est quelque chose qui est primordial dans le métier de tes équipes, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont apprendre sur le tas et qui vont évoluer avec l'entreprise? Alors, c'est primordial parce qu'aujourd'hui, j'ai aucun de mes collaborateurs qui ne connaissent pas les contrats qu'ils vendent. C'est primordial parce qu'il y a la dimension de conseil derrière. On s'engage, nous, en tant qu'agents, quand on a des collaborateurs qui vendent des contrats. Et en même temps, tout le monde apprend. On a le droit à faire des erreurs. Hein. Mais pour nous, c'est primordial de savoir ce qu'on vend. Alors, tu l'as dit, tu es en association avec ton conjoint et dans la vie et au niveau professionnel. C'est quoi le plus compliqué? Est-ce qu'il faut vraiment faire une scission entre la vie pro et la vie perso? Est-ce qu'on n'est pas la même personne quand on est à la maison que quand on est au boulot? C'est une très bonne question. Merci. On essaye de faire la scission, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le mot partenaire de vie, parce qu'avec Romain, on se voit le matin avant le travail et on se voit le soir après le travail. Alors forcément, il y a une scission, on n'est pas en couple quand on est à l'agence, on est vraiment associés, on prend les décisions à deux. Mais la partie qui est compliquée, c'est de laisser le travail derrière quand on rentre à la maison le soir. Parce que forcément, on parle du travail après. Et comment vous voient les équipes? Parce que ils sont au courant aussi que vous êtes ensemble dans la vie, à part si c'est secret. Mais comment ça se passe? Ils ont un regard différent de si vous étiez juste associés? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'esprit famille de l'agence? C'est pas secret, déjà. Les collaborateurs savent bien qu'on est en couple. Je pense que ça donne une dimension familiale à l'agence parce qu'on essaye vraiment d'être à l'écoute de nos collaborateurs. Notre équipe, c'est tous ceux qui sont avec nous dans le canoë et qui font avancer les agences. Donc on les intègre vraiment et je pense que ça donne vraiment une dimension familiale et on avance tous dans le même sens. Je pense que ça donne encore plus de poids finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez en couple, encore une fois, tu vas dire que j'insiste, mais c'est pour bien comprendre, est-ce que le côté émotionnel que vous partagez dans votre vie vient impacter les décisions stratégiques de la société et vice-versa? Non. Je ne pense pas qu'on met de l'émotion, en tout cas liée à notre couple, on ne met pas de l'émotion forcément dans nos décisions. Après, l'avantage d'être en couple et d'être associé, c'est qu'on avance dans le même sens pour les mêmes intérêts.
ça c'est une certitude. Mais on gère notre entreprise en bon père de famille. Donc non, pas forcément. Tu parlais d'émotions en tant que couple, mais est-ce que tu penses qu'être patron, c'est apporter de l'émotion dans ces décisions? Ou est-ce que c'est juste regarder des chiffres et appliquer des décisions qui sont liées à ces chiffres-là, des Alors objectifs? ça, je pense, tout dépend des patrons. Moi, en tout cas, je mets de l'émotion parce que j'aime mon métier, j'aime mon entreprise. J'ai envie de la faire évoluer dans le bon sens. Donc forcément, on met de l'émotion, on y passe beaucoup de temps. Donc en tout cas, pour ma part, j'en mets de l'émotion, oui, dans mon entreprise. Finalement, c'est quoi le plus compliqué au-delà de la RH, le métier de patron dans une agence? Parce qu'on a vu que c'est un peu particulier, il faut connaître énormément de choses, tu travailles avec énormément de corps de métier, tu travailles avec beaucoup de passion. C'est quoi donc le plus compliqué? Le plus compliqué dans le métier de patron, aujourd'hui, c'est être multitâche partout, partout à la fois, être bon de partout. C'est ça le plus compliqué pour moi. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu ne sais pas faire et que tu aimerais faire, par exemple? Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au sein de l'agence, on spécialise certains collaborateurs sur des sujets, parce que à être bon partout, on est bon nulle part. Donc on a des référents techniques sur plusieurs sujets, parce qu'on ne peut pas répondre à tout de façon... Mon métier demande une technicité bien particulière. Donc aujourd'hui, je délègue. Oh, oula. D'accord. Et tu as toujours réussi à déléguer ou tu l'as appris? Je l'ai appris. Et c'était dur? Oui. Pourquoi? C'est dur. Déléguer, c'est faire confiance. Et c'est déléguer aussi des obligations qui te sont propres. Et ça, moi, j'avais un peu de mal au départ de déléguer mon propre travail à d'autres. Mais on apprend parce qu'on n'a pas le choix, en tant que patron, de déléguer des choses par manque de temps aussi. Comment tu gères le stress? Parce que j'imagine que ton métier il est très sujet à stress. Comment tu gères ce stress? On le gère. On le gère comme on peut au départ. On est pris. Nous, quand on a repris les agences, j'ai eu le plaisir d'être maman en même temps. Donc, on est pris dans une vague qu'on gère comme on peut au départ. Et puis après, on a des outils qu'on nous donne, qu'on se crée aussi pour essayer de gérer le... J'aime bien l'image de la vague en fait, parce que elle nous arrive en pleine tête. On sait qu'elle arrive et après, on est vraiment pris dans la houle et on apprend à gérer avec des outils, avec des personnes qui nous accompagnent au quotidien et puis avec l'expérience aussi. Donc ces petites bouées de sauvetage qui te permettent de gérer la houle, c'est qui? C'est vraiment tes équipes, ton associé, ou est-ce qu'il y a des personnes extérieures à l'entreprise qui te permettent justement de souffler ou de mettre la tête hors de l'eau? Alors, il y a mon associé sur qui je peux compter, où on s'est divisé le travail. Ça, c'est un gros point positif. Même si travailler en couple, c'est pas facile tous les jours. On a cette possibilité-là de se reposer l'un sur l'autre et ça, c'est vraiment une chance. On a une super équipe sur laquelle j'ai pu me reposer aussi pour déléguer. Et puis, on a des personnes extérieures, oui, qui peuvent nous accompagner, comme toi, pour... nous accompagner sur nos choix et d'autres personnes sur lesquelles on peut se reposer. Quand on est patron, on est seul? Oui. Comment on fait pour gérer cette solitude? Comment est-ce que tu fais partie peut-être d'un groupe de réseau d'entrepreneurs ou autre? Exactement. Mon associé et moi, on a chacun un groupe d'entrepreneurs, une association à laquelle on adhère tous les deux et ça fait du bien. Beaucoup de bien parce qu'on est très seul, comme tu dis, quand on est patron. Alors, encore une fois, moi, j'ai la chance d'être associée et de faire partie d'une compagnie, mais je me mets à la place d'autres patrons qui sont comme toi, qui gèrent leur entreprise seuls. C'est compliqué d'être à jour de tout. Parce qu'au-delà d'avoir une activité technique, on nous demande aussi, en tant que patron, d'avoir cette activité technique sur plein de points, la sécurité au travail, tout ce qui est assurantiel, la comptabilité, tout ce qui peut se présenter dans une entreprise où on n'a pas la science infuse et loin de là, on a besoin d'être accompagné et d'être entouré. Et par le biais de ces associations, de ces réseaux d'entrepreneurs, ça nous permet d'avoir un petit bol d'air et d'être bien accompagné et d'être bien entouré en ayant des références techniques qui peuvent servir à tous.
Et tu fais partie de ces réseaux juste pour avoir des éléments techniques ou tu vas chercher aussi peut-être autre chose dans ces réseaux? Déjà de rencontrer d'autres personnes, d'autres milieux, c'est toujours intéressant, on apprend toujours beaucoup de choses. Et puis oui, des échanges, on travaille aussi la recommandation entre nous. Donc non, c'est très apporteur en termes humains et professionnels. Tu disais tout à l'heure que vous êtes une famille, tu as des enfants, peut-être même vous êtes une famille recomposée. Oui. Comment c'est possible de gérer à deux une boîte, la même en plus, et de gérer sa famille à côté? Est-ce que c'est compliqué au niveau des plannings? Il y a une mécanique à avoir? Oui, il y a une mécanique, en tout cas une organisation avec des rouages. Oui, on est famille recomposée aujourd'hui, on a 3 filles à nous deux. Ah oui, en plus. Voilà, donc oui, ça demande de l'organisation. On n'a pas su s'organiser au départ parce que quand je parlais de cette vague, c'est aussi la vague du personnel qui, voilà, lier le personnel et le professionnel, développer nos boîtes sans oublier notre famille. Et ça, c'est très très important pour moi en tout cas. Donc oui, ça a demandé énormément d'organisation et voilà, un peu d'expérience aussi, parce qu'en étant dans la vague, on l'apprend et puis après, on apprend voilà, comment on peut faire pour trouver l'équilibre entre la famille et le travail. On a parlé un petit peu de ces réseaux et de ces aspects communication. Est-ce que aujourd'hui, comment tu démarches les clients? Est-ce que tu as le droit déjà de démarcher des clients? Et comment tu fais? Alors oui, aujourd'hui, on a le droit de démarcher des clients. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de recommandations par nos propres clients. Donc on travaille vraiment aujourd'hui sur recommandation, c'est-à-dire que des clients qui ont été satisfaits, on les interroge si on peut appeler une ou deux personnes de leur part pour aller leur proposer nos services. Au niveau de la stratégie d'entreprise, c'est quoi la stratégie d'une agence d'assurance? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires, développer le nombre d'agences, développer le nombre de collaborateurs? C'est quoi le but ultime pour un agent d'assurance? Alors, chaque agent a des stratégies différentes. Nous, en tout cas, au sein de l'agence, oui, on veut développer le portefeuille, ça c'est une certitude. Développer nos clients aussi. Pourquoi pas le nombre de collaborateurs, c'est-à-dire qu'on aura augmenté aussi le nombre de clients, donc c'est en cohérence avec ce qu'on veut faire. Mais aussi, on veut pérenniser le portefeuille, ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Depuis 3 ans, c'est ce qu'on fait et on a bien en tête de le pérenniser, parce qu'un portefeuille qui est pérenne, c'est des clients qui sont satisfaits. Et on a à cœur la satisfaction client. Comment tu la quantifies, cette satisfaction? La fidélisation. Ouais. Finalement, quand on voit que les clients restent chez nous, c'est que ça sous-entend que les clients sont satisfaits. Tu dors bien? Est-ce que ton sommeil est lié à ton activité? Est-ce que tu dors bien? Oui. Ouais. Oui, le sommeil est lié à l'activité, forcément. J'ai à cœur mon travail. Donc oui, mon sommeil est lié à mon activité, dans le sens où quand on a eu l'épisode des catastrophes naturelles, forcément j'ai pensé au sinistre. On a à cœur vraiment de bien faire, et oui, c'est quelque chose qui est très important, et étant donné que ça me tient à cœur, oui, mon sommeil est impacté par le travail. Tu fais des activités extra-professionnelles pour te vider la tête, pour mieux dormir? Oui, je fais du sport pour essayer d'évacuer aussi, comme tu le disais, on a un métier qui est stressant, et on essaye aussi de trouver du temps à s'accorder pour nous en tant que personne, et pour être plus efficient aussi et dans notre travail et pour notre vie de famille aussi. Donc en fait, tu es patronne, maman, conjointe, tu fais du sport. Comment tu arrives à gérer ta journée? Ça fait beaucoup de choses, et tu gères des collaborateurs et une agence qui est en expansion, trois points pas de vente, trois points de vente. Comment tu fais pour gérer tes journées? De l'organisation, c'est le maître mot. Ouais. Vraiment, c'est l'organisation, arriver à
à pallier un peu tous mes rôles parce que les journées se terminent pas quand la porte de l'agence se ferme. Après, j'endosse mon rôle de maman, je réendosse mon rôle d'agent aussi. Donc c'est vraiment de l'organisation et puis pour s'y retrouver soi aussi. C'est là où en tant que patron c'est difficile parce que il faut pas perdre de vue que c'est notre personne. Si on ne prend pas soin de notre personne, personne ne le fera à notre place. Et que de notre personne découlent tous nos rôles. D'où l'importance d'avoir de l'organisation et de se trouver un moment pour soi, pour se ressourcer et être d'attaque pour tous ces rôles-là. Du coup, tu utilises des outils pour être organisé ou tu fais ça au feeling, au doigt mouillé? Et dernière question, est-ce que ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, je me fais vraiment très très plaisir dans mon métier. J'ai mis du temps pour me trouver, pour être honnête, parce que j'adorais mon métier de commercial d'assurance. J'adorais mon métier et quand je suis passée de l'autre côté du bureau, ça a été compliqué pendant une bonne année pour trouver mes marques et pour apprendre le métier de patron, parce que c'est aussi quelque chose qui s'apprend et il faut être bien entouré. Mais maintenant, oui, je m'éclate dans mon métier et je me fais vraiment plaisir. Merci Mathilde. Merci Nelson. On mettra toutes tes coordonnées dans les commentaires, que ce soit du podcast ou de la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle émission. Salut! Capitaine du navire, je fais mes choix. Au vent du chiffre, navigue avec moi. Tableau en fil, les rapports parlent. Chaque décision marque une étoile. Pilotage dans ton fils, toujours en mouvement. Bonjour Nelson. Exactement.